Donc du coup, maintenant, on va en venir à la partie santé-sécurité au travail, donc tout ce qui va être charge de travail, enfin, temps de travail, relations professionnelles, le document unique et la prévention des risques en général. Donc déjà, nous, les constats qu'on a fait, c'est que les entraîneurs, en règle générale, ils ont du mal à se libérer, que ce soit pour des week-ends, des vacances, ou alors même quand ils ont un accident ou quelque chose qui les empêche de travailler. On a aussi peu d'utilisation du document unique d'évaluation des risques professionnels, c'est-à-dire qu'il est souvent fait, mais souvent ils ne savent pas vraiment où il est, ils ne comprennent pas vraiment à quoi ça sert. Ensuite, on va avoir un point positif, c'est le fait que ce soit les salariés avec qui on a échangé ou les entraîneurs, ils sont vraiment conscients de ce qu'implique le respect des règles de sécurité et les risques qu'ils encourent. Ensuite, on va avoir aussi le manque de communication et les différences intergénérationnelles au sein de l'écurie qui vont être les plus grosses sources de conflits. Ce qu'on nous a dit aussi, c'est que dans les petites écuries, il y a moins de problèmes de communication et du coup moins de conflits. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais juste les salariés ils percevaient qu'il y en avait moins. Ensuite, on va avoir très peu de connaissances du rôle de la prévention, du service prévention de la MSA et des aides financières qu'il propose. Et on va avoir, au niveau de l'implication des salariés dans les prises de décision, dont on parlait tout à l'heure, on va les impliquer dans les prises de décision liées à tout ce qui va être matériel. Par contre, on va moins les impliquer dans l'organisation du travail. C'est-à-dire que l'entraîneur va souvent solliciter son premier garçon ou son garçon d'écurie, mais pas vraiment son salarié, ses salariés. Ensuite, en ce qui concerne tout ce qui va être accident du travail et maladies professionnelles, donc on a une baisse du nombre d'accidents. Donc nous, on a exposé là plusieurs facteurs qui auraient pu jouer dans cette baisse. C'est rien d'exhaustif, c'est ce qu'on a cité, ce qui nous a été cité également. Par exemple, le fait que les casques et les gilets soient devenus obligatoires. Le fait que parfois, lors de l'entraînement, il y ait des lampes sur le casque quand il fait noir le matin. Il y a aussi le tunnel sous la route qui a été créé et qui permet d'éviter les accidents. Il y a le débourrage et le pré-entraînement qui se font maintenant plus dans les écuries mais plutôt en centre spécialisé. Et il y a aussi moins de stockage en grenier. Donc nous, on n'en a pas vu, mais ça nous avait été cité comme risque d'accident avant. Enfin, voilà. Ensuite, par contre, on a encore beaucoup d'accidents. Il y en a moins, mais il y en a encore beaucoup. C'est-à-dire que ça représente 82% des accidents de la MSA Picardie. Donc la majeure partie sont causés par le cheval. C'est-à-dire que ça va être soit un comportement du cheval ou un mouvement du cheval qui va entraîner l'accident. Il y en a beaucoup qui sont bien évidemment des chutes, donc des chutes de cheval, mais il y en a quand même encore beaucoup qui sont faits à pied, c'est-à-dire le cheval va écraser le pied du salarié ou le cheval va le bousculer dans le box. Et aussi, la majeure partie des accidents arrivent en fin de matinée. En ce qui concerne les maladies professionnelles, donc la plupart elles vont être causées par de la manutention de charges lourdes, donc ce qui va créer en fait des problèmes de dos et notamment dans le bas du dos, dans les lombaires. Donc ça représente 14% des maladies professionnelles des courses. Donc en ce qui concerne les pistes d'amélioration, déjà ce qu'on propose c'est d'aider les entraîneurs à se libérer du temps. Donc pourquoi pas par exemple, ce dont parlait Monsieur Danlou tout à l'heure, développer un volet équin au service de remplacement pour qu'en fait les entraîneurs ils puissent prendre quelqu'un quelques heures s'ils en ont besoin, peu importe pour quelle tâche. Et ce qui est bien avec ce service de remplacement, c'est qu'on peut y inscrire en fait une personne de confiance et du coup en qui on pourra avoir confiance, enfin à qui on pourra confier ses chevaux avec confiance. Ensuite, on pourrait essayer aussi de favoriser la connaissance de la prévention des risques professionnels. Donc déjà, par exemple, en améliorant le dialogue entre les services de la prévention MSA et les associations d'entraîneurs. On peut essayer aussi, par exemple, d'intégrer la sécurité dans la formation initiale des entraîneurs. Pourquoi pas aussi favoriser la mise à jour du document unique et aussi, en fait, sa valorisation, son utilisation pour qu'il devienne vraiment un outil et qu'il soit partagé, en fait, avec l'ensemble des membres de l'écurie. Ensuite, il faudrait pourquoi pas aussi, au sein de l'écurie, quand il y a un accident, réunir en fait les membres de l'écurie autour d'une table, essayer d'analyser pourquoi cet accident il est arrivé, essayer de réfléchir à comment on aurait pu l'éviter et pourquoi pas mettre en place des actions de prévention pour éviter justement que ce genre d'accident se reproduise.
Ensuite, on pourrait essayer de sensibiliser, donc, que ce soit les professionnels, les élèves, les formateurs, les tuteurs, les salariés, enfin tout le monde, que ce soit à la sécurité. Donc par exemple, on pourrait avoir des témoignages d'accidentés de course qui pourraient expliquer un peu leur parcours et ce que ça a changé dans leur vie. Et aussi à l'hygiène de vie, par exemple, avec tout ce qui va être conduite addictive. On peut aussi essayer de préparer au mieux l'intégration d'un nouveau salarié ou d'un jeune apprenti, par exemple en lui transmettant un livret d'accueil ou par exemple en vraiment formalisant un temps d'intégration. Donc que ce soit de la visite de l'écurie, des précautions à prendre, donc des endroits dangereux, que ce soit au niveau de l'écurie ou même au niveau des chevaux, expliquer avec tel cheval il faut agir de telle façon, etc. Ensuite, en ce qui concerne le risque de conflit, donc pour l'éviter, il faudrait essayer de formaliser au maximum des temps d'échange conviviaux donc avec l'ensemble des membres de l'écurie. Il faudrait aussi, pourquoi pas, essayer de sensibiliser donc, les entraîneurs et les premiers garçons, donc tous ceux qui s'occupent du management, au management intergénérationnel pour leur apprendre vraiment comment on fait pour manager une équipe quand il y a des différences d'âge, des différences de privilèges, comment on fait pour manager des personnes qui ne sont pas de la même génération que nous. Ensuite, on peut essayer aussi de favoriser la communication et augmenter l'implication des salariés au sein de l'écurie. Donc, que ce soit par exemple en développant des moyens de communication interne. Donc, ça peut être par exemple un réseau social d'entreprise qui permettrait à l'entraîneur ou au premier garçon de transmettre des informations à distance. Mais ça, il faudrait l'associer bien évidemment avec par exemple des réunions d'équipe régulières. Ensuite, on pourrait aussi essayer de, par exemple, poser un cadre clair dans les écuries sur vraiment les règles à respecter, parce qu'il nous a été dit aussi que les entraîneurs avaient parfois du mal à reprendre leurs salariés par peur en fait qu'ils ne reviennent plus travailler et qu'ils partent chez un concurrent. Donc un cadre clair, c'est par exemple sur tout ce qui va être gestion du téléphone, cigarettes, ponctualité, etc. Et si toutes les écuries vraiment mettaient en place ce genre de cadre, eh bien, il n'y aurait plus ce problème du salarié va partir dans une autre écurie. Ensuite, en ce qui concerne le risque d'accident et de maladie professionnelle, on va avoir par exemple les outils MSA. Donc on en a un par exemple qui explique un peu comment s'échauffer, que ce soit physiquement ou intellectuellement, dès la prise de poste. C'est-à-dire qu'en fait, le fait de s'échauffer, et c'est pas un échauffement faire de la gym ou quoi que ce soit avant de prendre le poste, non, c'est vraiment associer l'échauffement, la prise de poste, par exemple le pansage du cheval, être en fait conscient de ses mouvements au début de la prise de poste. Ensuite, on va voir par exemple le fait les cours de judo que la MSA organise pour apprendre aux jeunes à gérer les chutes. On va avoir aussi tout ce qui va être donc livret d'accueil, les fiches ou alors des formations. Donc tout ça, en fait, déjà, ça va permettre d'augmenter l'attention, la prudence des jeunes et de diminuer le risque d'accident, le risque de maladie professionnelle, tout ce qui va être lié à la manutention. Ensuite, on peut essayer de prendre en compte les besoins physiologiques des chevaux. Donc ça, on en a parlé tout à l'heure dans le chapitre hébergement et alimentation, mais tout ce dont on a parlé tout à l'heure qui pouvait permettre d'améliorer le bien-être équin, ça va aussi éviter des accidents, puisqu'on a vu tout à l'heure que la majorité était due à un comportement du cheval. Et ça va permettre aussi d'anticiper en fait les situations à risque, d'anticiper les réactions du cheval. On peut par exemple aussi faire appel à des professionnels spécialisés. On peut aussi, par exemple, utiliser des applications ou des outils, comme par exemple, on a l'application de la FNC, où il y a une application de l'IFCE qui est en train d'être créée pour en fait faire un autodiagnostic du bien-être équin au sein de l'écurie. On va avoir aussi tous les outils IFCE qui vont permettre d'améliorer sa connaissance du cheval en général, donc que ce soit les fiches Wikipédia, les webconférences, les colloques, les outils de simulation, les guides pratiques. Il y a aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Equivode et une médiathèque qui est gratuite. Donc c'était la fin de la partie santé-sécurité au travail. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Juste pour rappel, les chiffres de la MSA, donc c'est 82% des accidents dans la filière école de la MSA en Picardie. 82% c'est la filière cheval ou les courses, je sais pas. Ouais, mais c'était la filière cheval, mais c'est quasiment que les courses. Oui, c'est les courses. Picardie, voilà, le bassin d'emploi c'est Chantilly, donc c'est les courses. Donc 82% d'accidents déclarés, sachant qu'il y a aussi ceux qui sont pas forcément déclarés et qui passent
pas par la médecine. Voilà. Donc, ouais, je pense qu'il y a quand même lieu de se... Par contre, il faut mettre un bémol quand même, parce que le nombre d'accidents de travail a diminué oui. ces dernières années. C'est vrai que le chiffre de 82%, il fait très peur. Il y a quand même eu déjà des évolutions, parce que le taux d'accidents de travail sur les salaires et le nombre d'accidents de travail a diminué ces dernières années. Mettre en avant, ça passe par plein de choses qui ont déjà été mises en place. Le pré-entraînement qui a été délocalisé peut-être, mais aussi tout ce qui est marcheur. Oui. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été mises en place et encore une fois, le nombre d'accidents de travail a diminué. Il y a sûrement encore à faire, mais il y a déjà des choses qui ont été faites. En analysant les statistiques, donc on l'avait présenté à un précédent comité de pilotage de notre groupe, on voit très nettement, à partir du moment où il y a le gilet et le casque, le taux d'accident qui, heureusement, diminue très fortement. Et puis ensuite, on s'est questionné d'ailleurs lors de cette réunion, en se disant qu'est-ce qui s'est passé en telle année, qu'est-ce qui s'est... Ah bah oui, là c'est pré-entraînement, là, enfin voilà. Les uns et les autres ont apporté leurs explications. Vos réactions, des questions ? Oui, donc je suis docteur Dominique Delahègue. Je suis ici pour 3 raisons. La première, je suis conseillère municipale et je viens à la demande de la maire de Chantilly qui s'excuse, il n'a pas pu être là et donc je la représente. Je pense qu'à ce titre, on sait tous que le cheval à Chantilly, c'est un vrai enjeu et que, comme vous l'avez dit, monsieur, très très bien, je trouve, ces enjeux font que il faut qu'on puisse effectivement tous travailler ensemble pour la pérennité de nos écuries. Je pense qu'on y a tous intérêt, mais aussi je vois une deuxième raison à être là, c'est que je suis médecin en santé au travail, que c'est mon métier, que je travaille par contre dans le milieu industriel, dans un grand groupe industriel, mais que toutes ces questions de santé et de sécurité pour moi sont absolument essentielles, parce que au-delà de ne pas créer du mal-être, d'éviter donc les accidents, d'éviter l'impact sur la santé des gens, sur le handicap. J'ai travaillé à un moment donné à la Cotorep, maintenant qui a changé de nom, mais où on retrouvait des gens qui avaient des handicaps liés à des chutes de cheval et dont la problématique était de se recaser, de retrouver un métier. Et c'est pas rien, hein, c'est pas rien. Donc la santé, la sécurité, c'est un véritable enjeu. Et au-delà de ne pas avoir, de pas créer de mal-être, mais c'est aussi d'avoir une ambition et de créer du bien-être, de la qualité de vie pour tout le monde, que ce soit les entraîneurs, que ce soit du petit salarié enfin chaque personne dans ce dispositif a sa place. Et le bien-être est essentiel parce que c'est ça qui fait aussi la motivation des gens. Et quand on parle de motivation, derrière, on parle aussi de rentabilité. Hein, donc tout ça fait un tout, ça s'oppose pas. Bien-être, qualité de vie, santé, sécurité, rentabilité, efficacité. Et tout ça, ça me paraît un tout. Bon, puis la troisième raison pour laquelle je suis là, je suis une cavalière. Et je pense que derrière ça, il y a aussi le bien-être de nos chevaux. Tout ça fait un tout. Et moi, je trouve que ce que vous faites là est vraiment, c'est un très beau travail, même si on comprend bien que peut-être ça ne donne que des pistes, que des sujets de réflexion, mais le simple fait qu'on soit tous là, ensemble, pour en parler, moi je trouve que c'est vraiment formidable et qu'on a intérêt tous, effectivement, à se mobiliser autour de ces sujets-là, parce que la vie change. On voit bien, les jeunes sont moins attirés par ce type de métier. Pourquoi ? C'est intéressant. Hein. Je pense qu'il y a la féminisation, c'est un vrai enjeu. Vous l'avez dit, monsieur, et je pense que c'est un vrai enjeu. Les problèmes d'horaire, à quelle heure les gens commencent. Parce qu'on a parlé d'addiction, on a parlé des risques psychosociaux éventuellement autour des conflits, mais il y a aussi les problématiques de sommeil. Enfin, il y a beaucoup de choses autour de ces sujets-là. Et moi, je pense que ça vaut vraiment le coup qu'on travaille tous ensemble pour trouver des solutions. Oui, vraiment, vraiment. Du coup, juste pour répondre à ça, donc, je suis complètement d'accord avec ce que vous dites, il n'y a pas de souci là-dessus. Surtout que toutes les choses sont liées. Hein. Il y a 13 ans, j'ai déjà fait une étude, je suis déjà venu ici, qui a abouti d'ailleurs à la négociation d'un accord
d'accord, entre les partenaires sociaux, du trot et du galop, qui n'a pas été signé, enfin, qui n'a pas été signé officiellement parce qu'il n'y avait pas d'argent. C'était le nerf de la guerre et donc c'est tombé à l'eau. Mais tout était déjà dedans. Donc vous avez plein de choses. Ça, c'est disponible. J'ai déjà donné tous les documents. C'est public. Il y a plein de choses qui sont reprises dedans. Je suis désolé, du coup, je me dis, ça avance peu. Sur les accidents, il y a quand même quelque chose qui est très important, c'est le lien attractivité-accident. Parce que si le nombre d'accidents diminue, il reste aussi les polyaccidentés. Et l'usure que ça entraîne, finalement, d'être, même si les accidents sont aussi moins graves, grâce aux protections, il n'empêche que l'accumulation pose problème. Or, la féminisation du secteur, et ça a été très très clair dans les entretiens qu'on a faits, qui sont des entretiens vraiment approfondis, cliniques, comme on dit, où les jeunes femmes nous disaient, à partir du moment où je vais être en responsabilité liée à la maternité, je ne veux plus prendre de risques en montant à cheval. Vous le savez, je vous apprends rien en disant ça, enfin, c'est pas... Mais je rappelle ça, ça veut dire que, vous voyez, conditions de travail, risque, qu'il soit accident ou autre, derrière, vous avez aussi tout ça, ce qui est attractivité et aussi le fait, du coup, difficulté de recrutement, parce que vous ne recrutez, vous ne drainez, pardon, que massivement et de plus en plus massivement des femmes, ce qui était limite à l'époque où j'étais intervenu. Ça commençait à pousser, si je puis dire. Donc, vous voyez, tout est en lien, quoi. Ça, c'est extrêmement important de ne pas oublier ça. Donc, c'est vrai que ce message sur lequel il faut non pas travailler chacun des points séparément, mais essayer de faire des liens entre les points, de la même manière que vous avez des liens à faire, je veux dire, entre les entraîneurs qui ont des besoins, effectivement, ils ont des besoins de formation, mais ils ont aussi des besoins vis-à-vis des apprentis, mais les apprentis, comme vous le dites, c'est pas des professionnels, ils ont un statut particulier, ils sont jeunes, ça veut dire plein de choses. Donc il faut que vous arriviez à discuter effectivement de ces points-là de manière sereine. Et je pense que tout le monde a sa pierre à apporter à l'édifice, que ce soit pour former les entraîneurs, parce que je cautionne le fait que beaucoup d'entraîneurs que j'ai rencontrés, même si, pardonnez-moi, mais on rencontre plutôt le haut du panier, parce que les autres, ils veulent pas. Mais quand même, on en a rencontré un certain nombre. Effectivement, c'est des entraîneurs qui sont aussi très démunis. Droit du travail, ils ne connaissent pas. Prévention, ils ne connaissent pas. Management, ils ne sont pas formés. Donc du coup, il faut aussi, et d'ailleurs leur formation, je trouve, elle est assez minimum, mais ça c'est un avis personnel, donc vous pouvez le prendre ou pas le prendre. Mais en tout cas, il y a besoin de former les entraîneurs. Mais je pense que les formateurs dans les écoles d'écurie ont aussi besoin d'entendre c'est quoi les besoins des écuries. Ça ne veut pas dire qu'on y répond, hein. Ça veut dire qu'on peut discuter pour pouvoir adapter peut-être des moments dans lesquels il y a, non pas une immersion brutale dans l'écurie, mais peut-être des stages plus découvertes, ou peut-être aussi dans la valorisation, faire attention aujourd'hui sur les questions de valorisation, même si c'est peut-être de moins en moins vrai, mais tout le monde ne devient pas jockey. Donc cavalier d'entraînement, il faut que ce soit aussi un travail attractif, ou dans lequel on apprend des choses, dans lequel on peut s'épanouir aussi, pas simplement gagner un salaire et c'est tout. Parce que ça reste quand même le lien au cheval. On ne fabrique pas des pièces métalliques, pardonnez-moi, mais c'est... Donc voilà, il y a toutes ces questions-là. Et du coup, le dernier point, parce que j'ai beaucoup mobilisé la parole, dans les résultats, et je m'en excuse parce que j'aurais dû les regarder avant et réagir avant, donc c'est aussi un peu de ma faute, favoriser des temps d'échange conviviaux, et puis le management intergénérationnel. Attention à ça, moi je pense qu'il faut former aussi en management. Les questions de génération, elles sont importantes, mais c'est pas que ça. Il faut former au management. Ça veut dire quoi de gérer des équipes? Voilà, ça c'est important. Et les temps conviviaux, c'est bien, mais moi c'est pas des temps conviviaux que je vous engage à faire. C'est des temps de discussion sur les problèmes du travail. Que ce soit les problèmes d'accident, que ce soit sur les problèmes de difficulté à réaliser son travail, que ce soit ces problèmes de téléphone portable, cigarette, enfin de comment on arrive à l'heure, parce que c'est aussi des trucs qu'on entend. Voilà, on arrive à l'heure, on prévient quand on n'est pas là, des choses comme ça. Donc c'est pouvoir discuter de tous ces problèmes-là, que ce soit les problèmes des entraîneurs, le problème des premiers garçons, le problème des garçons de cours, le problème des apprentis, et pouvoir discuter ensemble des problèmes du travail. Et je pense que ça, c'est du temps qui est un bon investissement. Quand on discute des questions du travail, on peut trouver des solutions ou pas, mais en tout cas, ça permet de poser les problèmes. Si on ne pose pas les problèmes, on les garde, les problèmes. Et si on les garde au bout d'un moment, soit on est en position dominante, soit on est en position dominée. Et si on est en position dominée, on s'en va. Et c'est ce que nous disent les gens aussi, hein. Beaucoup de cavaliers d'entraînement. Moi, je choisis l'écurie parce que, elle gagne, et parce que les relations de travail sont bonnes. Je fais court, mais c'est ça. Donc, vous voyez, voilà, on ne changera pas l'écurie qui gagne pas, ça c'est pas le problème, mais par contre sur la relation de travail, là vous avez la main, tout le monde a la main là-dessus. Donc organiser du temps et surtout discuter des problématiques du travail, et je conclue juste là-dessus, au même titre que je reviens sur l'échange
qu'il y a eu entre AFASEC et votre représentant des entraîneurs, discutez aussi de vos problèmes, quoi. Vous trouverez des solutions ou vous n'en trouverez pas, mais au moins les problèmes seront posés. Et si ça, c'est pas la mécanique de départ, chacun reste dans son précaré, que ce soit du côté des salariés, qui vont subir, puis à un moment donné, ils trouveront une opportunité. Comme le marché du travail est en tension, dès qu'ils trouveront une opportunité, ils partiront. C'est la même chose dans les transports. Moi, je fais tous les secteurs d'activité, c'est la même chose dans les transports. Si les relations de travail ne sont pas bonnes, si le patron nous embête, etc., aujourd'hui, moi, je suis en position de force. Moi, chauffeur routier, je m'en vais. Voilà. Donc, attention à ça, quoi. Donc, je pense que vous avez des choses à jouer. Parlez des questions du travail, et puis, au niveau des partenaires, parlez de vos difficultés, de vos problèmes, et puis, testez, essayez des choses. Ça marchera ou ça ne marchera pas. Au moins, vous aurez testé des choses. Voilà. Parce que je trouve que c'est quelque chose qui ne prend pas, voilà, aujourd'hui. J'en suis un peu malheureux. Enfin, ça me gêne. Donc, je le dis comme ça. Voilà. Merci. Et donc, du coup, pour conclure, en fait, on a essayé de regrouper un peu toutes les pistes d'action qu'on a évoquées avant en thèmes d'action, on va dire. On a par exemple favorisé l'investissement en matériel, en équipement, en aménagement des infrastructures, soit optimiser l'organisation collective avec tout ce qui va être horaire accès piste, les salariés partagés, le fait de faire des commandes groupées. On va aussi avoir l'amélioration de la gestion du personnel, avec tout ce dont on a parlé, l'intégration du salarié, la gestion, la formation. Ou alors on a le fait de rechercher des partenariats pour trouver des solutions. Donc que ce soit avec l'IFCE, Equiresources, les services de remplacement, la Chambre d'agriculture, les collectivités territoriales, la MSA ou encore le Fonds d'aide à l'amélioration des conditions de travail de l'ARACT. Et en fait, là, le but ici, ce serait d'essayer un peu, entre nous, de voir quels seraient les thèmes les plus importants à travailler, quels sont les thèmes les moins importants, du coup, à travailler, selon vous. Du coup, est-ce que quelqu'un aurait envie de réagir là-dessus, sur un peu une priorisation, en fait, de ces thèmes, lesquels il faudrait qu'on travaille en priorité, lesquels vous semblent totalement inaccessibles? J'aborderai juste un point qui est central lorsqu'on parle de reconversion, quand on parle d'amélioration des conditions de travail, de bien-être, etc. C'est souvent la formation. Alors, notre personnel, il est engagé dans le cheval depuis 10 ans, 14 ans, enfin l'âge de 14 ans. Et on est vraiment hyper content quand on trouve quelqu'un qui, après un accident du travail, après n'importe quel événement, ou même la création d'une famille, accepte de se remettre sur un banc d'école et un projet. Et ça, c'est vraiment un très très gros poids dans notre population de cavaliers, cavalières, etc. Donc c'est souhaitable, mais c'est pas du tout facile, quoi. Merci. Donc je témoigne parce qu'en fait, dans une vie antérieure, j'ai accompagné des personnes reconnus travailleurs handicapés dans la recherche d'emploi, donc je connais bien la difficulté. On a des gens qui ont plein de talents, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Je me souviens par exemple d'une personne, c'était une sportive, ex-sportive, peut-être de haut niveau, je ne sais plus, et elle a trouvé un emploi dans le comité régional de son sport. Elle était très contente, elle, de pouvoir travailler un petit peu, et en plus dans le milieu qu'elle aimait. Elle avait un temps partiel, de toute façon cette ligue n'avait pas les moyens de l'embaucher plus. Ça lui permettait de faire sa kiné, etc. l'après-midi. Pour la ligue qui avait peu de moyens, le fait que ce soit une personne handicapée et les exonérations de charges qui vont avec était aussi un vrai enjeu, une vraie priorité. Donc on arrive effectivement à faire parfois des belles choses qui n'ont pas besoin toujours de repasser par l'école. Alors c'est vrai, quand ils ont commencé les courses, si je pars d'un cabinet d'entraînement, à 16 ans, il n'a peut-être pas beaucoup de bagages par ailleurs, mais bon, il y a des pistes, et donc Dominique parlait de l'emploi en agriculture, où il y a des besoins, et voilà, je vais te laisser la parole, mais autrefois c'était très dur l'agriculture, mais maintenant les tracteurs sont chauffés, Oui, bah c'est un exemple, une piste parmi d'autres, hein, mais c'est vrai moi ce qui me choque aussi, c'est que les agriculteurs me disent, nous on trouve plus non plus de salariés agricoles, et pourtant
les conditions d'emploi sont vraiment top. On a moins mal au dos dans un tracteur maintenant que dans une voiture. On est climatisé tout le temps. Enfin, je veux dire, surtout dans la région. Hein, je veux dire, peut-être pas en haute montagne ou quoi, mais en tout cas par ici, les conditions de travail sont tout à fait correctes. Donc peut-être trouver aussi des ponts qui pourraient solutionner quelques personnes, quelques cas de figure. Enfin, c'est ce qu'on s'est dit en tout cas en réfléchissant à ça. Sur des personnes qui pourraient plus monter à cheval parce qu'elles ont eu peur, parce qu'elles ont eu des problèmes, des accidents, etc. Mais qui par contre pourraient peut-être faire ce genre de job. Et où les compétences quelque part, ou les envies tout au moins, c'est quand même assez lié. Et ça reste de la nature, ça reste de la liberté, etc. Et pourquoi pas, enfin, et des animaux par exemple, même si c'est pas des chevaux, ça peut être autre chose. Bon voilà. Donc il y a peut-être des pistes comme ça. Je dis pas qu'on solutionnera tout, mais c'est peut-être en explorant une majorité de solutions qu'on arrivera à avancer, quoi. Si on veut faire les choses un peu de manière formelle, ce qui serait peut-être bien là maintenant que voilà, vous avez tout vu ce qu'on a pu éplucher. Bon, il en manque peut-être. Vous n'avez pas rejeté grand-chose quand même, pour l'instant au moins. Par contre, ce qu'on s'était dit, c'est que pour avancer, le problème, c'est voilà, on fait un diagnostic, on propose un certain nombre de pistes. C'est pas des actions, c'est des pistes. On vous les soumet. Et maintenant, vous voyez bien que c'est quand même un catalogue assez énorme. On a deux solutions. Soit on dit, il faut avancer sur toutes les pistes et on verra bien ce qui plaît. Et c'est quand même un boulot de Romain, je pense que c'est énorme. Il faudrait plutôt, enfin ce qu'on se dit en tout cas, ce qu'il faudrait, c'est essayer de prioriser ça, de se dire par quoi faudrait-il démarrer pour faire quelque chose. Parce que le problème quand on est en face de quelque chose aussi vaste, c'est que si on essaie de tout faire, on va tout faire mal. Donc par quoi on peut démarrer? Alors, qu'est-ce qui vous semble le plus pertinent? Peut-être plusieurs choses de front, parce qu'on peut imaginer des mini-groupes par thème qui seraient travaillés, qui avanceraient en même temps et qui, de temps en temps, se reverraient pour trouver les liens et pour optimiser les choses. Donc, vous, déjà, vous n'êtes pas forcément tous des utilisateurs directs, mais quelle est votre perception à vous de la manière dont on pourrait, des sujets qui pourraient être traités? Et l'autre question, on va vous faire un petit tour de table, comme ça tout le monde aura l'occasion de dire, avec chacun son expérience, voilà, son idée des choses, même si vous n'êtes pas concrètement dans le sujet. Donc quelle est la priorité pour vous? Par quoi vous démarreriez pour que ça marche, pour que ça, voilà, lancer l'action? Et d'autre part, comment vous pensez qu'on pourrait amener cette étude-là sur le terrain le plus proche possible des utilisateurs finaux, c'est-à-dire des entraîneurs, en sachant que si on peut leur envoyer une vidéo de quelque part, ça va faire 2 heures, peut-être peu d'espoir pour qu'ils passent 2 heures derrière une vidéo pour regarder, donc c'est peut-être pas la bonne formule, encore que pour certains peut-être, mais une poignée. Quelle serait la bonne formule? Est-ce que dans vos AG, est-ce que ça doit passer par des journaux? Enfin, il y a sûrement un truc multimodal, mais ce qui serait bien, c'est que chacun dans votre domaine, avec vos capacités aussi de communication, vous puissiez dire, ben moi je pense que je pourrais au moins sensibiliser, peut-être pas aller au fond du truc, mais au moins sensibiliser avec telle opération, à tel moment, de telle manière. Là on a la chance d'avoir une vidéo, bon elle va être exhaustive, donc on va avoir les 2 heures d'enregistrement pour les puristes qui vont vouloir faire comme la réunion en décalé, en quelque sorte, mais on peut aussi demander à faire du découpage et à imaginer des messages un peu plus flash par thème. On peut imaginer aussi, Sarah est prête à le faire, une synthèse écrite qui axe plus sur les actions à la limite que sur le diagnostic pour dire voilà tout ce qui pourrait être imaginé et du coup ben, essayer de sonder quelque part les entraîneurs directement en disant ben, vous là-dedans qu'est-ce qui vous intéresse pour qu'on ait quelque chose d'un peu quantitatif. Voilà, ça c'est des pistes. J'ai envie de vous passer le micro. On peut commencer à droite, il cause moins à droite. Ouais, mais attends, juste, voilà. Et alors, 2 questions. Hein, pour vous, personnellement, que ça engage vous et votre structure, et encore une fois à chaud, sans forcément un grand délai de réflexion, quelle vous semblerait la meilleure manière de démarrer? Enfin, sur quel sujet ou de quelle façon? Et après, comment on peut emmener ça sur le terrain le mieux possible et le plus largement possible? Pour recueillir les résultats, c'est pas seulement pour le plaisir de leur diffuser, c'est qu'on a besoin de leur retour. Vaste projet. Je crois que c'est M. Caron qui a dit tout à l'heure que si on ne prenait pas le sujet dans sa globalité, ça allait pas être facile. Donc c'est pour ça que prioriser, moi tout de suite, tout me paraît un petit peu important et j'ai du mal à retirer un point prioritaire par rapport aux autres.
Par contre, ce qui est sûr, c'est que si on veut avoir quelque chose à proposer, il faut proposer des solutions. Parce que le constat, malheureusement, on y est. Donc je pense que si on pouvait synthétiser quelques solutions, on pourrait, voilà, ça serait déjà plus simple. Et ensuite, je pense qu'il faut, surtout ce qui se fait pas, c'est que il faut que les entraîneurs, la FASEC, que l'ensemble des gens, on retourne les uns vers les autres et qu'on se remette chacun en cause et que c'est pas forcément l'autre qui a tort et qu'il faut se mettre à parler parce que c'est pas trop ce qui est fait dans notre milieu. On est plutôt des taiseux que des parlants et ça a abouti au problème qu'on a aujourd'hui, au problème de recrutement qui va être le gros problème dans les années à venir. Je pense que tout le monde en a conscience. Le problème est très important. Il y a la féminisation, il n'y a pas que, il y a le recrutement. Après, il faut garder les gens. Quand on les interroge, c'est pas forcément un problème de salaire, c'est souvent un problème de reconnaissance. C'est un problème de gestion de leur vie moderne. C'est-à-dire qu'un couple mixte, c'est-à-dire qu'un couple avec une personne dans les courses et une personne qui ne l'est pas, il est difficilement durable parce que dans les courses, on n'arrive pas à leur proposer ce qu'ils ont à côté, c'est-à-dire des week-ends très réguliers, des vacances programmées à l'avance. Et souvent, ces couples mixtes, ils tiennent pas. Et malheureusement, c'est souvent la personne, malgré sa passion, qui travaille dans le milieu, qui va aller vers la personne qui a plus d'avantages dans d'autres secteurs d'activité. Voilà. Donc, moi, je pense qu'il faut essayer de le prendre dans sa globalité. Il faut avancer sur des solutions, parce que les problèmes, on les a déjà. Et surtout, il faut accepter de se parler et de aussi bien les formateurs que les salariés, que l'école, que les entraîneurs. Il faut essayer de resserrer les liens qui, au jour d'aujourd'hui, moi, c'est mon constat, sont malheureusement inexistants. Et voilà, c'est dommage et il faut aller vers ça si on veut avancer. Bon, je serai bref sur la partie mécanisation, abreuvoir automatique. Alors nous, il se trouve qu'on a 3 cours. Ça dépend totalement de la configuration. Il y a une cour où nous pouvons mécaniser parce qu'il n'y a pas de pavé irrégulier. Il y a une cour où il y a tout un système d'abreuvoir automatique avec un système effectivement de régulation d'eau pour que le cheval ne boive pas tout le temps. Par contre, il y en a une où on peut pas mécaniser pour des questions d'espace, de pavé, etc. Bon, donc c'est vraiment sur chacun des cas qu'il faut réagir et étudier ce qu'on peut faire. Alors, salle de repos, oui, on a des salles de repos, déjà parce que le Code du travail prévoit une pause de 20 minutes nécessaire avant d'avoir 6 heures de travail. Donc nous, c'est après le premier lot. Manque de peau avec le Covid, on a fermé, on déconseille. Donc à la queue leu, les gens vont se servir un café, mais on n'a plus. Ce qui a posé des problèmes au mois de mars, parce qu'il a fait du moins je ne sais plus combien. Donc je ne suis pas sûr que tout le monde ait respecté les règles sanitaires à l'époque. Alors, pour tout ce qui est personnel, notamment salariés partagés et autres, moi je dis code du travail. On est obligé de tenir compte du code du travail, donc le temps partiel à 2 heures, c'est pas possible. Bon, je ne développe pas, nous connaissons ce pavé. La formation, j'en ai parlé, et les partenariats, tout ce qui est bon conseil est bon à prendre. Voilà, j'en ai terminé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est optimiser l'organisation collective. Pour moi, les salariés partagés, ça serait quelque chose à développer pour les cavaliers, parce que je ne sais pas si le chômage partiel peut continuer. Voilà, et en tant que secrétaire, il y a des choses que je ne sais pas faire, donc pourquoi pas partager ce que je connais avec d'autres personnes. Parce que moi, je n'ai pas de lien avec d'autres secrétaires dans mon milieu. Voilà. Donc c'est un problème de communication. Donc c'est une problématique de tout un secteur d'activité. C'est une problématique institutionnelle qui nous est posée, au trot comme au galop. Donc à très court terme, ce que l'on souhaite au niveau de France Gallo, de la FASEC, c'est déjà de faire connaître ce que c'est la FASEC, parce que bon, beaucoup en parlent, mais peu connaissent à la fois les voies de recrutement, les programmes de formation, les contraintes aussi. J'entends beaucoup parler de besoin d'apprentis
en externat à des heures qui ne correspondent pas à celles qui sont autorisées par le ministère de l'Éducation nationale. Donc voilà, faire connaître quelles sont les contraintes et quelles sont bien évidemment aujourd'hui dans le recours aux apprentis ou aux élèves, les mesures, les dispositions qu'on peut faire évoluer pour justement apporter davantage de flexibilité aux entraîneurs. Mais pour ça, donc, comme le disait très bien François-Xavier de Chuvigny, il faut se rencontrer, il faut se parler, il faut poser un certain nombre de choses à plat. Donc avec Penny, eh bien, cette réunion va nous permettre d'une part de refaire le point avec le pool enseignant. J'ajoute que la FASEC, c'est pas seulement, ça c'est aussi méconnu, c'est pas seulement de la formation, c'est de l'action sociale. Donc il y a toutes les résidences, il y a toutes les cafétérias, et ça c'est plus de la moitié du budget de la FASEC, budget de 18 millions d'euros, donc plus de la moitié consacrée à l'action sociale. Voilà. C'est très important de le savoir, puisque cette action sociale, elle est au profit de 4000 salariés des écuries de course. Donc très concrètement, voilà, c'est l'engagement que je prends. Ensuite, comme je le disais en rentrant à cette salle, il y a tout un tas d'initiatives qui sont prises. Alors effectivement, la France Gallo, la FASEC, le TRO, enfin tout le monde essaye chacun dans son coin de lancer des opérations. Ce serait bien effectivement qu'à un moment il y ait une coordination parce qu'on se disperse, d'autant qu'on n'a pas toujours les mêmes interlocuteurs. Donc j'ai bien entendu M. Danlou qui n'était pas destinataire des invitations. Donc, voilà, il faut peut-être effectivement très rapidement répertorier les personnes qui interviennent sur cette problématique pour qu'elles soient destinataires de toutes les actions qui sont menées. C'est important. Voilà. Et comment on peut ensuite prolonger votre action? Déjà faire connaître ce qui s'est fait. Alors, si on peut avoir une présentation synthétique, on pourra la diffuser via nos canaux d'information. Au niveau institution, faire aussi un travail d'évangélisation sur l'importance de traiter du recrutement, de la formation, de l'action sociale qui vient, elle, au service de l'amélioration des conditions de travail et de conditions de vie au travail. Voilà. Bon, je pense que Bernard il a pas mal résumé pour tout ce qui est la FASEC. Oui, donc en fait la FASEC compte sur les employeurs comme les employeurs comptent sur nous. Donc c'est tout à fait logique qu'on travaille ensemble et que tout le monde puisse aussi se mettre en question. Je pense que c'est très important. Et on parle souvent en fait de l'importance de mettre en avant le bien-être animal, mais nous notre rôle aussi c'est de mettre en avant le bien-être des jeunes. Surtout que notre cible, c'est quand même les parents qui vont nous confier leurs enfants à partir de 13 ans. Donc, c'est très jeune. Mais ceci dit, on a des très beaux messages. C'est rare ces jours-là qu'on puisse faire un apprentissage avec un travail quasiment garanti. Donc, c'est un message très fort. Effectivement, nous avons un système d'accompagnement, donc action sociale, qui est unique dans le monde parce que c'est rattaché à l'école. Alors, dans les autres pays, en fait, c'est un peu séparé. Donc, nous, on essaie vraiment de mettre en avant, en fait, l'accompagnement pour toute la vie. Donc, on a tous les outils, on a toutes les infrastructures. Oui, il y a un peu de travail à faire pour vraiment faire connaître, même entre nous, en fait, dans l'institution et parmi tous les sociopros, exactement, toutes nos prestations. Et donc, en termes de bien-être, oui, effectivement, on attend juste, en fait, que les employeurs se rappellent en fait de respecter en fait et que ce sont des jeunes, ce sont des mineurs qui font un travail en fait d'adulte et qui sont respectés en fait comme un apprenti et pas comme un salarié adulte. Donc ça c'est mais bon, ça c'est je pense qu'on va évoquer le sujet. Je pense qu'il y a un travail à faire pour vraiment réévaluer et identifier en fait les besoins de formation. J'entends très bien en fait qu'il y a vrai besoin de gestion du personnel. Nous avons déjà parlé en interne. On a dit pourquoi pas même pour les licences en fait d'entraîneurs, pourquoi pas ajouter dans le programme en fait plus de un cursus sur la gestion en fait d'entreprise. Donc je pense que ça peut être intéressant aussi.
Et voilà aussi, aussi, pas uniquement de parler en fait du métier de soit de jockey ou de cavalier d'entraînement, aussi comment on veut les garder encore plus, de les aider en fait, les former pour les futurs métiers. Donc il y a premier garçon de voyage, donc il y a vraiment, il y a plusieurs débouchés et la possibilité d'évolution. Donc ça c'est important. Une fois on forme les jeunes, en espérant qu'ils vont rester en fait dans le secteur, et puis voilà, qu'il y a plus d'ouverture en fait dans le secteur. Voilà. Merci pour ce travail, cette présentation. C'est très intéressant pour quelqu'un comme moi qui suit ce sujet malheureusement d'assez loin. J'en profiterai pour rappeler que la région a voté fin 2019 un plan stratégique de développement et rayonnement du cheval et de ses usages pour la période 2019-2022, avec 5 nouvelles aides, notamment un dispositif de soutien aux investissements dans la filière équine, qui peut aider les structures, donc y compris les centres d'entraînement, à améliorer leurs équipements, leurs installations, avec un plancher de dépenses éligibles de 20 000 euros et un plafond de dépenses prises en compte jusqu'à 100 000 euros, et une participation régionale qui peut s'élever de 30 à 40%. Un dispositif qui a été fortement sollicité en 2020. Là, on ne prend plus de nouvelles demandes, mais elles peuvent être déposées au fil de l'eau et elles seront traitées en vue des commissions qui auront lieu en 2021. Voilà. Sur le sujet d'emploi partagé, je voulais signaler qu'il y a aujourd'hui des cabinets de recrutement qui se spécialisent sur les salariés en temps partagé. Donc c'est peut-être une piste qui est intéressante à creuser. Et enfin, j'ai été particulièrement interpellé par le sujet qui semble vraiment prégnant sur les aspects de management et gestion d'entreprise. Alors évidemment, c'est un sujet qui est sensible dans une grande partie des organisations professionnelles. Mais je serais intéressé aussi à suivre cet aspect-là et voir éventuellement comment est-ce que la région peut intervenir et aider sur ce sujet. Dans le plan cheval, il y a aussi un axe sur le débourrage, mais je ne sais pas si c'est éligible pour les courses. Est-ce que c'est une aide qui peut être apporter aux entraîneurs pour faire débourrer leurs chevaux dans des centres d'entraînement spécialisés, avec des pros spécialisés, et donc limiter les accidents avec des salariés qui s'occupent déjà de tout le reste? Alors oui, effectivement, oui. Alors j'ai pas cité les 5 dispositifs, mais il y a un dispositif pour l'amélioration du débourrage qui concerne à la fois les chevaux de sport et les chevaux de course. Voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, savoir tout le monde, je pense, parce que je suis pas quelqu'un qui se met beaucoup en avant, je précise que je suis la secrétaire de Marcel Roland depuis maintenant près de 13 ans, et je suis également la secrétaire de Michael Serreur depuis 3 ans. Donc je suis la preuve vivante qu'on peut se partager entre 2 écuries qui sont amies mais néanmoins concurrentes, et que ma qualité de travail n'est pas affectée par cette séparation à la fois physique et temporelle de mon travail. Je me permettrai de rebondir sur 3 petites choses. D'abord, je voudrais remercier Monsieur Chevigny. D'abord, parce que c'est très vrai ce qu'il a dit, c'est que malheureusement, il n'y a pas assez de communication entre nous tous. Je rebondis également sur ce qu'a dit Madame Zério. Effectivement, il y a une espèce de petit quant à soi des secrétaires qui communiquent très peu. Beaucoup à cause de leur employeur, parce que, je suis désolée messieurs les entraîneurs, mais souvent, vous n'aimez pas que vos secrétaires communiquent entre elles, on ne sait jamais, on pourrait divulguer des secrets d'État, enfin, je ne sais pas. Donc il est vrai qu'il y a très peu de communication. Donc c'est vrai qu'on aurait beaucoup plus d'aide, on pourrait s'aider énormément sur l'aspect administratif qui est excessivement lourd. Et je rejoins Monsieur Danlou, je suis la première à admirer les jeunes entraîneurs. Je ne sais pas comment ils font pour gérer tout ça, parce que jeune entraîneur veut dire, la plupart du temps malheureusement, pas d'aide, pas de secrétaire. Et sincèrement, je les admire parce que c'est excessivement lourd et complexe. Donc je pense qu'effectivement, au niveau du temps partagé, du partage et de l'entraide administrative, c'est un gros point à développer. Mais comme l'a dit très justement Monsieur Chevigny, c'est aussi
Ça dépend également d'un profond changement dans la mentalité de certains entraîneurs, de s'ouvrir peut-être un petit peu plus. Effectivement, on peut faire le même travail. On peut être concurrent et compétiteur sur un champ de course et partager du personnel. Et une autre aussi petite chose, alors je vais rebondir sur ce qu'a dit M. Caron, dont j'ai beaucoup apprécié l'intervention. Et je suis désolée, madame qui représente la FASEC, je ne veux absolument pas minimiser votre travail, c'est formidable. Et je suis tout à fait consciente qu'aujourd'hui, le recrutement, les jeunes, c'est très compliqué. Quelles que soient les filiales, il n'y a pas que chez nous, dans les chevaux, toutes les filières sont compliquées à côté. Mais je vais me permettre de rebondir sur ce qu'a dit M. Caron. Effectivement, nous sommes confrontés au quotidien à des jeunes qui arrivent pour être jockeys. Donc, évidemment, quand vous leur dites que être jockey, c'est malheureusement ou heureusement la chance de très peu, et que la plupart seront cavaliers d'entraînement, ça entraîne beaucoup de déceptions et beaucoup de jeunes qui quittent le métier parce que justement, ils ne peuvent pas devenir jockey. Or, le métier de cavalier d'entraînement est un métier merveilleux parce qu'il n'y aura pas de jockey s'il n'y avait pas de cavalier. Et je permets également de rappeler à certains entraîneurs qu'il n'y aurait pas non plus d'entraîneurs s'il n'y avait pas de bon personnel. Donc je me permets aussi de mettre ça en avant. Ce serait bien aussi que, encore une fois, je ne généralise pas, mais que certains employeurs prennent bien en considération le fait qu'avoir des salariés, ce n'est pas une charge, même si la MSB, dans la loi française, est considérée comme une charge. Merci le Code du travail. Mais qu'on est tous dans le même bateau, on doit tous ramener dans le même sens, essayer de le faire le mieux possible pour le bien de l'entreprise. Merci. Oui, Jérémy Coubi, je suis représentant du syndicat des entraîneurs de trot. Je suis avant tout entraîneur de trot. Moi, je connais pas grand-chose du galop. Je vois chacun dans le galop, ça a l'air bien défini les tâches. Nous, c'est un peu, moi, je suis ma secrétaire, ma comptable. Je fais tout. Je suis chauffeur de mon camion. Je suis là dans le même temps. C'est pas, voilà, c'est pas, mais si on a un problème, c'est de salariés, quoi. Nous, on est à la campagne, on n'a pas beaucoup d'écuries d'un côté de l'autre. Voilà, c'est pas comme, bon, c'est pas dans l'autre France, c'est à Grosbois, mais le gars qui a goûté Grosbois, il s'occupe que des chevaux, il va d'une écurie à l'autre, c'est pas grave. Il veut plus quitter c'est un confort. Donc nous, on a beaucoup de mal à trouver du personnel. Beaucoup de jeunes maintenant. Travailler, c'est déjà ils commencent, c'est le week-end. Moi, je veux travailler dans les courses, mais je veux avoir mes week-ends. Sauf que les courses, c'est le week-end, malheureusement. Je suis pas vieux, il y a pas longtemps, j'étais apprenti. Si je voulais faire ce métier-là, je savais qu'il fallait travailler le week-end et que les courses, c'était le week-end. Bon, maintenant, faut plus qu'ils travaillent le week-end. Après, voilà, c'est surtout, nous, on a beaucoup de mal à trouver des salariés. Ils veulent pas faire ces tâches-là, téléphone, vous faites une réflexion, ils ne prennent pas très bien. Donc effectivement, comme on a beaucoup de mal à trouver du personnel, on fait le dos rond, quoi. Donc voilà, c'est surtout on a beaucoup de mal à trouver des salariés, quoi. Voilà, après, mécanisation, oui, c'est sûr que nous, on est beaucoup mécanisés, quoi, mais voilà, c'est gros problème de salariés. Alors, je voudrais quand même préciser qui je suis exactement. Je suis Patrick Ferrec. Je suis adjoint au maire de la Morlaix. Et j'ai une petite spécificité, c'est que je suis en charge du monde du cheval à la Morlaix. Donc, dans mes projets, il y a beaucoup de développement au niveau du cheval. Et ma grande ligne, c'est remettre le cheval au cœur de la ville. Et pour revenir donc à cette étude, moi je crois qu'il faudrait prendre en ligne principale, c'est le bien-être. D'une part, le bien-être des chevaux, parce que n'oublions pas que les animalistes sont en train d'essayer de gérer tout ce qui concerne les animaux. Donc en ce qui concerne les courses, les concours hippiques, ils vont un jour ou l'autre arriver avec leurs manifestations. Et on va avoir des soucis. Donc le bien-être des chevaux d'un côté et le bien-être du personnel de l'autre, quel qu'il soit, hein, entraîneur, secrétaire,
garçons de cours, garçons de voyage, enfin, peu importe. Et à partir de ce bien-être, je pense qu'on va décliner tous ces points, parce que tout ça, ça en découle. Donc, pour moi, le point principal sur lequel il faut absolument insister, c'est le bien-être. Le bien-être de l'animal, le bien-être des hommes, et à partir de là, on peut vraiment tout intégrer dans cette étude. Et donc, d'autant plus que il y a actuellement, vous le savez peut-être, une action de la communauté de communes pour les Jeux Olympiques de 2024, puisque le site de Versailles ne fait pas l'unanimité, loin de là. Donc d'autres sites en France se proposent, et notamment, Grégory pourra confirmer, l'aire cantilienne a mis au point un dossier pour candidater. Donc, pour ce qui est des actions possibles, je pense qu'il y a des élus, il y a aussi bien dans les communes que au sein de l'aire cantilienne, des élus qui peuvent éventuellement porter la bonne parole, si j'ose dire, ou du moins essayer de faciliter la communication. J'essaye, moi, sur la Morlaix, je pense que c'est fait aussi dans les autres communes, d'avoir un dialogue constructif avec les entraîneurs. Beaucoup m'appellent, même quand il y a une fuite d'eau dans la rue à 7 h du matin, mais c'est pas très grave. Et voilà, il faut qu'on joue notre rôle d'élu, qu'on développe absolument la place du cheval dans la ville. Et je reviens vraiment à fond là-dessus, le bien-être des animaux, le bien-être des hommes, c'est le premier point à voir, et tout le reste va en découler. Merci. Donc Grégory Chaffois, donc je représente François Adé qui n'a pas pu se libérer aujourd'hui, donc qui est président de la communauté de communes de l'aire cantilienne. Concernant la communauté de communes, on a lancé depuis plusieurs mois différentes études sur le territoire, et je me tiens à votre disposition si vous souhaitez qu'on en discute. On a identifié différentes thématiques qui permettrait donc à la communauté de communes de l'aire cantilienne d'être plus compétitive. Et donc qui dit plus compétitive, ça veut dire le bien-être des salariés, mais aussi des entraîneurs qui se sentiront beaucoup mieux, notamment financièrement, sur le territoire, parce que notre objectif, c'est de pérenniser la filière équine. Parmi les thématiques identifiées, donc j'en retrouve deux plutôt intéressantes. C'est effectivement la partie ressources humaines, et je vous rejoins, Monsieur Ferrec, sur ce sujet, et la partie infrastructure. Et ces deux thématiques se rejoignent, parce qu'on se rend compte qu'on a plusieurs infrastructures sur le territoire qui sont assez vieillissantes, qui sont plus très adaptées, on va dire, au travail moderne, et donc qui permettraient, si elles étaient rénovées, d'améliorer les conditions de travail du salarié. Voilà, donc on se rejoint effectivement sur la partie ressources humaines. On a une autre problématique sur le territoire, mais bon, qui ne ressort pas dans l'étude, parce que vous, c'est une étude plus large, mais c'est la difficulté à loger le personnel localement. Voilà, mais ça permettrait sans doute d'améliorer également les conditions de travail et de vie du personnel des courses, notamment. Voilà pour la partie ressources humaines. Bon, il y a plein de choses à dire, mais je ne dirai pas aujourd'hui, on en discutera ensemble. Et puis sur les infrastructures, on a peut-être, nous, communauté de communes, notre rôle à jouer pour rendre notre territoire plus attractif, ce qui permettrait également de devenir plus attractif au niveau du comité olympique pour accueillir potentiellement les Jeux olympiques sur le territoire. Oui, tout à fait. Quand on parle effectivement des difficultés de logement, l'objectif c'est de réfléchir plus globalement. C'est de créer peut-être une structure dans laquelle on a le logement et pourquoi pas des services associés aux personnes logées dans ces immeubles ou dans ces maisonnettes, je ne sais pas, ou dans ce village qui permettrait d'offrir des services de qualité et généraux, d'offrir entre guillemets un village
pour les travailleurs du monde des courses ou du monde du cheval en général. Donc c'est effectivement un point qui était ressorti également, et une inquiétude aussi de la part des entraîneurs et de leurs salariés. Ancrer les salariés sur le territoire pour qu'ils se sentent mieux et qu'ils vivent mieux. Alors, à la Morlaix, on a une structure jointe avec le CCAS qui accueille les enfants donc, des travailleurs du monde hippique très tôt et qui les emmène ensuite à l'école. Donc peut-être que soit il faut envisager d'élargir ces structures, soit envisager d'en créer une autre ou deux autres. On a identifié un autre problème, c'est-à-dire que donc il y a cette structure d'accueil à la Morlaix, mais qui n'accueille que les enfants scolarisés. Donc on a un problème entre 0 et 3 ans, enfin 0 non, mais entre 6 mois et 3 ans dès que la maman doit retourner travailler. C'est pour ça qu'on travaille un peu avec la FASEC, on a aussi travaillé un peu avec la mairie de Chantilly pour essayer de mettre en place une maison d'assistante maternelle. Et j'espère que ça va avancer assez vite parce qu'effectivement, même sur le bassin cantilien où on a beaucoup de demandes, eh ben, on n'a pas réussi à créer cette structure qui pourtant n'est pas très lourde à mettre en place. Mais j'espère que ça va avancer assez vite. Voilà. Et sinon, au niveau de la communauté de communes, on sera évidemment relais d'information, on sera également présent en termes de communication si il faut parfois rapprocher les habitants du monde des courses, puisqu'on se rend compte que parfois il y a une méconnaissance des pépites qui sont présentes localement. Et donc après, sur les aspects incitatifs, je vous laisserai voir entre élus, effectivement, sur les différentes choses qu'on peut faire pour améliorer les structures, améliorer les conditions de travail. Voilà. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites là, quand on passe en dernier. Je pense qu'on est tout à fait au clair sur l'objectif final, qui est le bien-être du cheval et surtout de tous les hommes qui travaillent autour du monde du cheval. Mais là où peut-être il faut qu'on travaille un peu plus sur comment y arriver. Sur l'objectif final, je pense qu'on est tous d'accord. Mais c'est ensuite comment on fait pour y arriver. Et donc là, je pense que tout ce que vous avez dit, je pense qu'on ne peut pas opposer les uns aux autres. Moi, je pense aussi à ce que vous avez vraiment dit. Je pense qu'il faut des managers. Il faut, je pense, que les entraîneurs aient cette vision-là et que on les aide peut-être à avoir des notions de management de leur personne, de leur personnel, sensibiliser à ces questions-là de santé, de sécurité, de bien-être, de qualité de vie, qui sont dans l'air du temps. Voilà, ça, je pense qu'on manage pas, on manage plus. Je me permettrai pas de dire non plus que les entraîneurs managent n'importe comment. Hein, c'est certainement pas mes propos, mais peut-être de les aider à manager autrement et différemment, avec les nouvelles contraintes que l'on a. Donc ça, c'est peut-être une piste. Voilà. Après, il faut peut-être organiser aussi les demandes que vous avez auprès de vos mairies. Je pense que dans chaque mairie, il y a, à la mairie de Chantilly, il y a quelqu'un qui est du monde du cheval. Hein. C'est Monsieur Claude et puis Monsieur Brizou. Donc, faut surtout pas hésiter. Je pense que vous le faites pas, que vous le faites facilement, de faire remonter vos demandes. Et puis, il faut que ça avance. Hein. Les demandes, il faut être exigeant et il faut que ça suive. Là, j'ai bien entendu, je vais le faire remonter, mais je pense que on travaille dessus, hein, sur aider les mamans hein, quand on a des bébés. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, c'est des choses concrètes, ouais, tout à fait. Effectivement, c'est pas facile de passer après tout le monde. Néanmoins, je voudrais dire ce que je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit M. Caron et François Zéchini tout à l'heure. On ne peut pas prendre les choses séparément, c'est un truc global. Donc c'est très intéressant et je pense que là, merci à vous, mesdames, d'avoir fait ce travail qui est remarquable dans des conditions très difficiles cette année, puisque ça a été des conditions très difficiles, puisque même nous n'étions pas trop disponibles, hein, je ne le cache pas. Donc voilà, alors je pense que 2 petites actions assez rapides pourraient être faites, qui pourraient être utiles. D'abord, avoir une fiche de synthèse, je ne sais plus qui l'a dit tout à l'heure, assez simple, qui nous permettrait, nous, effectivement, que sur les solutions, les constats, on n'en a pas besoin, c'est pas la peine d'abreuver les gens de constats, ça c'est le boulot de départ. Mais après, c'est les solutions qui sont importantes. Voilà. Et donc, si vous pouvez nous faire une petite fiche de synthèse qu'on pourrait transmettre via nos associations, à nos adhérents, alors par les moyens de com qu'on a, hein, moi j'ai créé un groupe WhatsApp, si je peux le mettre sur WhatsApp, ça marche bien.
plus que les mails. Parce que les mails, on sait très bien que les entraîneurs, vous le savez très bien à France Gallo, ils lisent quand ils ont le temps. Sauf s'ils ont une secrétaire qui fait à leur place. Bon, bref. Donc ça, pour moi, je pense que c'est l'une des premières choses qu'on peut faire. Commencer à faire passer le message. Oui, c'est-à-dire montrer aux gens, on en a parlé autour de nous, hein, avec François Xavier, quand on était dans ce groupe de travail, et c'était très intéressant et c'est passionnant. Ça a permis, surtout autour de la table, c'est génial. Ça, c'est un premier point. Et deuxième point, s'il y aurait une petite priorité, je reviens à ce que vous venez de dire, je pense que fondamentalement, il faut former les entraîneurs au management. Et je pense que là, le rôle de la FASEC et de France Gallo est très important parce qu'il faut revoir le stage, ce qu'on appelle le stage pour l'obtention de la licence d'entraîneur, où ce côté management du personnel n'existe pas. On passe du temps, je vais être très méchant, mais on passe du temps sur l'hypologie, des trucs qui n'ont aucun intérêt, alors que ça, c'est fondamental. Ça, c'est vraiment fondamental. Et ça, je compte sur vous, Monsieur Orpitz, de faire remonter l'information, parce que c'est lié au commissaire et à la FASEC aussi. Et je pense qu'il serait bien qu'on puisse faire de cette région un test, pour pouvoir après le faire national, évidemment, mais de commencer, d'organiser avec la FASEC, et je pense que nous, on fera le boulot avec François Xavier pour faire venir le plus d'entraîneurs possible, à une petite réunion de formation, mais courte. Vous savez comment c'est, les entraîneurs, ils ont l'après-midi, le jour où il n'y a pas de course en région parisienne. On peut trouver un jour, je pense, où on organise une réunion avec les entraîneurs de Chantilly. Bon, on n'aura pas tout le monde, hein, mais au pire, on aura les assistants, comme monsieur, qui est l'assistant de monsieur Fabre, et ça peut être très intéressant, parce que ce que vous dites est particulièrement intéressant, ou des secrétaires, mais au moins, on va démarrer quelque chose. Et je pense que ça, c'est peut-être la première chose à faire, et peut-être la plus facile à faire. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, le reste va découler. Quand on va mettre ça en route, déjà, ça va faire prendre conscience aux entraîneurs qu'il y a quelque chose qui peut être fait. Et grâce à ça, on va sûrement améliorer les conditions de travail. Ils vont prendre conscience. Ils sont en train, les jeunes, commencent à le faire. Mais comme ils ne sont pas formés, quand on leur pose des questions sorties du stage, c'est une catastrophe. Moi, je m'amuse régulièrement. J'en appelle quelques-uns. Aucune notion. Voilà. Et merci quand même à vous tous d'avoir pris du temps pour participer à tout ça. Et merci à vous, mesdames. Parce que sans vous, on n'aurait pas fait. Peut-être aider sur la synthèse en développant un certain nombre de points. C'est-à-dire que même s'il faut pas refaire le diagnostic, il faut quand même expliquer aux gens à qui on va parler pourquoi le management c'est important et de faire des liens avec les choses. Bon, ça c'est des choses qu'on sait faire. Donc je peux continuer avec vous à travailler là-dessus. Donc voilà. Mais après sur les priorités, c'est pas à moi de les fixer. Hein, c'est pas mon rôle ici. Moi, sauf erreur, ce que j'ai entendu de ce que vous disiez, puis peut-être mes collègues vont confirmer ou compléter. Hein. Moi, j'avais surtout compris qu'il y avait des problèmes de coordination globale, d'échange, de discussion. Il y a la question spécifique par rapport à l'apprentissage, la formation avec AFASEC, les tuteurs, etc. Et il y a la formation au management des entraîneurs employeurs. Bon. Ça fait déjà 3 sujets, finalement, ça, quelque part. Moi, j'avais aussi un peu en tête, parce que j'ai quand même un truc, alors ça, c'est peut-être un peu personnel, encore qu'on en a déjà discuté, mais on a quand même un souci, c'est que même là, aujourd'hui, bon, vous avez bien pris, comment dire, vous avez bien pris connaissance et pris le temps, de toute façon, de venir, donc déjà, en soi, c'est un effort. Par contre, il faut quand même reconnaître qu'on a une représentation des entraîneurs qui est très faible. Nous, on a quand même du mal à les contacter. Bon, alors c'est vrai qu'il y a toute la question du Covid, etc. Hein, mais ça n'empêche que même pour les enquêtes, même pour le téléphone, Sarah elle a quand même galéré pour les motiver sur la question. Il fallait relancer. Bon, au final, vous avez vu, le taux de participation n'est pas non plus démentiel. Voilà, ça a été compliqué aussi d'organiser les visites. Enfin, je veux dire, les entraîneurs, clairement, ne viennent pas spontanément en disant oui, on veut une solution et on est prêt à faire tout ce qu'il faudra faire, quoi. Donc il va falloir quand même qu'on trouve ce moyen-là, que ce soit eux qui se le prennent à bras-le-corps, ce sujet-là. Et ça, moi, ça m'inquiète. Pour l'instant, je trouve qu'on n'arrive pas à faire ça. Enfin, on est là pour ça, mais on a besoin de ça, d'aller vraiment en direct sur le terrain, là. Et alors, justement, pour aller au bout du coup de raisonnement, je m'étais dit, bon, parce que j'ai un peu ma casquette agricole qui a l'habitude de fonctionner comme ça, c'est que souvent, c'est bien d'avoir une petite carotte. Et du coup, même si c'est peut-être pas forcément la priorité,
Mais l'idée de mettre un peu en avant le plan cheval, ce que j'ai entendu de peut-être la communauté de communes qui pouvait aussi donner un petit coup de pouce, et on n'en a pas parlé trop, peut-être en filigrane, des aides de la MSA par rapport à la prévention. Peut-être essayer de mettre ça un peu en musique en se disant, voilà, pour cet objectif-là de bien-être au travail, avec en filigrane le bien-être du cheval, la rentabilité, le recrutement, etc., la viabilité finalement des courses. Est-ce qu'on n'aurait pas un petit boulot de mise en musique de ça, de ces 3 partenaires potentiels au niveau financier, peut-être d'aide aussi d'accompagnement pour orienter, aider les gens à choisir les bons. On a dit que chaque situation était différente et ce qui est possible chez quelqu'un ne l'est pas chez l'autre. Voilà. Donc peut-être aussi aider à choisir les bonnes formules ou les formules les plus efficaces pour améliorer son travail et du coup choisir les bons investissements et mettre en avant cette partie-là, cette partie carotte financière, pour aider aux infrastructures, à améliorer les infrastructures, qui du coup auraient comme objectif, évidemment, tout de suite d'améliorer les infrastructures, puisque c'est le but initial, mais en but secondaire, du coup d'intéresser au reste, quoi. Et de dire, oui, ok, alors sur la partie investissement, ça m'intéresse parce qu'il y a une subvention, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait aussi des choses sur le management, il y avait aussi des choses sur... Et les attirer un petit peu sur le sujet, quoi. Donc, voilà. Parce que d'après ce que je vois, en fait, je pense que c'est une très bonne idée et je pense qu'on est tous d'accord, en fait, qu'il y a un travail à faire sur la formation, en fait, de management. Mais j'ai vu tout à l'heure, en fait, il y a une contrainte de temps. Parce que c'est vrai que c'est un travail qui est 7 jours sur 7. Il y a le matin, il y a l'après-midi, il y a le soir. Donc c'est vrai que pour les employeurs, c'est difficile à se libérer parce qu'ils ils s'occupent de beaucoup de choses. Je pense qu'en Angleterre, au British Racing School, en fait, ils tournent en fait la table. En fait, ils se mobilisent parce qu'en fait, ils apportent en fait la formation. En fait, ils se déplacent, par exemple, dans un centre d'entraînement. Et donc, parce que je pense que si, par exemple, on organise en fait des formations, disons sur, 3 ou 4 centres d'entraînement en France, on va avoir les mêmes soucis en termes de disponibilité. Mais si on met en place en fait une structure où on a du personnel en fait pour former et on se déplace, on se mobilise, je pense que ça va être peut-être pas la seule solution, mais je pense qu'il faut être flexible. Ouais. Laboratoire. Oui, avec les pilotes. Ouais. Non, exactement. Je pense qu'on a cette chance d'avoir fait ce travail dans l'endroit de France où il y a plus de chevaux, au moins au galop, au moins au galop. Ça va être un vrai laboratoire et je pense que c'est ici qu'on doit commencer ça, ce qui très certainement nous permettra derrière d'améliorer les choses et d'avoir un truc vraiment top pour le national, parce que l'objectif c'est le national. Enfin, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Là, c'est un super laboratoire et bravo pour ce que vous avez fait. Mais ça doit être ça. Et moi, je suis quelqu'un qui est pour ces initiatives de laboratoire pour voir si ça marche ou pas. Comme l'a dit Monsieur Caron, il faut essayer. Il faut essayer et on va tâtonner. Bien sûr qu'on va tâtonner. On ne va pas se jouer la face. Peut-être que la première réunion, on aura 10 entraîneurs ou 12 entraîneurs. Mais si on en a déjà 10 ou 12, je vais vous le dire sincèrement, c'est une réussite. Voilà. Et puis ça va se savoir. Et comme l'a dit Madame, si on leur présente la chose avec une carotte, oui, là ça peut marcher. Voilà. Et je pense effectivement, à nous de trouver un jour ensemble où il n'y a pas de course au galop à Paris. Il n'y en a pas beaucoup, je sais bien, mais ça peut se trouver. Ouais. Voilà. Et je pense qu'avec, par exemple, avec ces études, il faut vraiment en fait que les employeurs en fait ils reconnaissent vraiment le besoin et l'importance aussi de faire cette formation. Juste comme anecdote, en fait, mon premier job, j'étais chargée de formation. J'avais 22 ans, c'était mon premier travail. Je travaillais à 15 ans dans l'industrie automobile et ma première tâche, c'était de appeler en fait des concessionnaires de vendre une formation, une formation commerciale. Donc à chaque fois, en sachant que ça faisait des années qu'ils étaient dans l'automobile, ils m'ont demandé mon âge. J'ai dit, j'ai 22 ans. Ils ont dit, c'est pas toi qui vas me dire comment vendre une voiture. Donc déjà, c'était un blocage. Donc je pense qu'avec la tradition des courses, il y a tout un travail à faire, mais on est tous en point de presque crise. Je pense que tout le monde en fait doit jouer un rôle, quoi. Deux choses. Alors pour le management, je suis pas persuadé que la clientèle idéale ce sera l'entraîneur, mais ce serait incontestablement, selon moi,
les responsables d'écurie, qui est le nouveau nom des premiers garçons, parce que joue on le poste de contremaître, c'est-à-dire ils sont proches des bonhommes et ils doivent faire passer le message, et c'est une position très difficile, donc eux sont demandeurs, contrairement, je pense, à la plupart des entraîneurs. Sur le plan prévention des risques, c'est peut-être pas la peine de rajouter une structure. Il y a quand même tout ce qui est code du travail, le document unique, l'obligation de chaque fois qu'il y a un accident de l'analyser, éventuellement trouver une solution pour que ça ne se reproduise pas. Je pense que c'est un moteur suffisamment important pour que on se dégage, nous, de l'éventuelle commission à venir, de cet aspect-là, si ce n'est à rappeler le Code du travail. Merci de ces interventions. Effectivement, les formations, il faut aller au plus près des entraîneurs, il faut l'adapter à leurs besoins, à leurs contraintes. Enfin, bon, vous connaissez le métier. Il se trouve qu'en fait, il y a 20 ans, j'ai travaillé pour le FAFCA, donc la formation pour les salariés. Et dans les écuries de course, la formation continue, pardon, elle était inexistante. Ma première rencontre, je crois que c'était chez Monsieur Fabre, avec le délégué territorial, on a discuté et sa réaction, ça a été « Moi, je finance la formation des salariés, mais je crois qu'il faut qu'on commence par former les entraîneurs, les professionnels. » Bon, donc voilà. Mais depuis 20 ans, on a quand même, à la FASEC, un énorme volume de formation continue, donc j'imagine qu'il se remplit. Donc on est parti de rien, il n'y avait vraiment rien en l'an 2000. Aujourd'hui, il y a des choses. J'espère qu'il n'y a pas grand-chose pour les entraîneurs aujourd'hui. Peut-être dans 10 ans ou dans 20 ans, je serai peut-être plus là. Il y aura des choses qui seront rentrées dans les mœurs, donc ce serait une bonne chose. Du coup, deux réflexions. Je fais partie d'un groupe de travail avec le Vivea, donc qui finance la formation des exploitants agricoles, hein, donc des entraîneurs. Et on a un groupe de travail sur la gestion des risques. Et en Hauts-de-France, on a une expérimentation avec une enveloppe, une possibilité pour mettre en place des choses. Jusque-là, j'arrivais pas vraiment à faire le lien entre qu'est-ce que je faisais dans ce groupe et ce qu'on faisait là, mais aujourd'hui, il s'avère assez clair. Donc, une source de financement et des moyens supplémentaires, hein, puisque tu disais de parler de carottes. Vous dire aussi un mot sur le FACT, le Fonds d'amélioration des conditions de travail, donc qui est proposé par l'ANACT, hein, l'association nationale où travaille Laurent. Chaque année, donc, il y a des dispositifs qui sont mis en place et il y a des dispositifs qui peuvent s'adresser aux branches professionnelles ou aux territoires. Et donc là, je pense qu'en regardant de près cette chose-là, avec les uns et les autres, enfin les partenaires, ceux qui veulent, il y a peut-être quelque chose à mettre en place. Il y a en ce moment un fax sur la transition numérique, c'est peut-être pas, je sais pas, hein, c'est pas si c'est un besoin. Il y en a un sur l'aide à la reprise suite Covid, donc peut-être à étudier, à voir ce qu'il en est. Donc ça, c'est une autre source de financement. Et il y en avait un qui était sur l'emploi des seniors, qu'on n'a pas pu intégrer à notre projet parce qu'il s'est terminé en 2019 et nous, on a commencé en début 2020. Hein, mais voilà, il y a peut-être des opportunités à prendre par rapport à ça. Et puis la dernière chose qui m'est venue en tête au niveau des financements, c'est le fonds EPRON. Donc ça doit vous parler, puisque c'est un prélèvement sur les courses, sur les paris, qui alimente donc ce fonds EPRON, 15 millions quelque chose. Voilà, donc 3 millions à la SHF, donc il reste 12. Bon, bien sûr, moins il y a de paris, moins il y a de fonds. Mais en tout cas, alors, je ne sais pas de quelle manière les courses peuvent mobiliser. J'ai rappelé mes collègues un peu... Le fonds EPRON, et comme on représente quasiment l'ensemble de la filière, et y compris probablement les centres équestres, parce qu'ils vont à un moment ou à un autre entrer dedans, le fonds EPRON, donc c'est un prélèvement que l'État a lâché justement pour permettre à toute la filière cheval d'avoir des subventions. Ça a permis de créer le pôle international de Deauville, ça a permis de plein de choses. Je pense que si Chantilly obtient les Jeux Olympiques, le fonds y participera, enfin plein de choses. La SHF est financée, je ne sais pas combien, par le fonds EPRON, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc effectivement, ce genre d'action peut tout à fait être éligible au fonds EPRON.
je le pense. Hein. En plus, il y a eu quelques remises un peu en ordre du fonds EPRON ces dernières années. Donc je pense qu'aujourd'hui, oui, c'est tout à fait faisable. Tout à fait. Et ça rentre dans ses missions. Quand on regarde les missions, ça rentre dedans. Voilà. À partir du moment où on n'est pas que course ou que galop. Voilà. Hein, il faut que ça soit un peu plus large. Donc peut-être qu'on aura intérêt pour avoir plus facilement accès au fonds EPRON. Enfin, je pense que vous connaissez ça très bien, j'imagine. Non, mais il faut élargir un peu. Il faut peut-être qu'on rentre les centres équestres, ce qui nous permet... Les comptables, année après année, la société mère qui est moins de revenus que les entreprises, a fortiori donc nous laissons le financement de la facette qui est mis sur les plans d'économie, année après année. Il y a la question de l'engagement qu'on a pris. Mais bon, voilà, on n'a pas un budget ouvert, l'institution, elle est pour crise. On doit mieux gérer, on a des comptes à rendre, et notamment à nos mandants qui sont les socioprofessionnels. Voilà. Donc les mêmes qui nous demandent plus, nous demandent une meilleure gestion et de faire des économies. Voilà. Ce qui est parfois schizophrénique. Juste pour donner une note de contexte. Hein, voilà. Oui, de modération. Oui, voilà. Quoi qu'il en soit, j'ai vu sur l'année des financements comme assez conséquents hein, sur des projets, donc il faut les monter. Hein. Mais sur des sommes de 500 000 €, il y a peut-être des choses à faire ou des petits projets. Hein. Mais l'idée, c'est que ce soit dans l'intérêt général de la filière, hein, que ce soit un projet innovant, structurant, et que voilà, avec l'apport des collectivités, ça aide fortement à l'attribution du fonds, à l'attribution de l'aide dans le cadre du fonds. Franchement, merci pour la qualité des échanges et c'était vraiment nourri. Je pense qu'on va essayer de synthétiser tout ça et maintenant qu'on a toutes vos coordonnées, on vous transmettra. On compte sur vous en tout cas pour diffuser un maximum sur le terrain. Et puis pour la suite aussi, parce que j'espère bien qu'il y aura une suite. Donc vous avez un petit coup à boire là-bas si vous arrivez avant de vous sauver. Et merci beaucoup et à bientôt. Merci à tous.